Je vous remercie de répondre à cette nouvelle invitation de la Rotonde pour ce 10e cercle philo qui a été initié par la Rotonde. Nous avions contacté Bernard et Camille pour les faire d'abord se rencontrer avec un goût certain chacun pour la philo, avec évidemment des approches différentes et puis des parcours individuels différents. Et bien depuis que moi je suis arrivée à l'école des mines, donc il y a une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion de rencontrer Bernard et donc de très vite savoir que la thématique du temps était au cœur de ses recherches, de ses réflexions, de ses analyses. Pour être totalement transparente, j'ai souvent pensé qu'il serait difficile de parler du temps, tant finalement Bernard a cheminé dans cette problématique et peut-être s'est éloigné de notre première façon d'appréhender cette question, même si elle prend évidemment des reliefs très, très différents. Et puis là, c'est le grand saut. On s'est dit, oui, oui, on va parler du temps. Alors, dans un format qui est court, c'est 1 heure, vous connaissez la règle du jeu, mais on n'exclut pas peut-être de prochainement envisager un temps plus long, justement, avec Bernard et Camille, s'il veut bien nous rejoindre, pour continuer la discussion. Mais avant de savoir si on continuera la discussion, il faut la commencer. Alors d'abord, donc merci à tous, merci à Bernard et Camille d'être à nouveau avec nous. Je vous propose dans un premier temps, pour ne pas aller directement au cœur des recherches de Bernard, de peut-être questionner Bernard et puis Camille après sur le parcours, le cheminement qui fait que Bernard, alors géologue de formation, donc déjà très évidemment impacté par la notion du temps et des temps gigantesques, comment Bernard est entré dans cette problématique du temps, comment il l'a appréhendé, comment le temps finalement est venu à lui. Bernard, si tu veux bien nous répondre. Merci Christine, merci à la Rotonde, merci Camille, oui, pour le dialogue que nous avons et pour la confiance que vous manifestez. Alors c'est vrai que le temps, j'y pense depuis longtemps si on peut dire, très, très jeune je pense, enfin disons lors de mes années de première ou terminale, bon, il y avait le cours de philosophie, on parlait du temps avec Bergson, et puis il y avait aussi la physique et les mathématiques, où on distinguait d'un côté des variables spatiales, x, y, z, et de l'autre côté la variable temporelle, petit t. Alors, j'ai toujours été un peu réservé sur cette façon que j'ai reçue par mon éducation de faire comme si on pouvait penser le temps tout seul. On avait Bergson qui s'interrogeait sur le temps, il y avait toute une série de philosophes qui se posaient la question du temps un peu pour elles-mêmes. Et puis en mathématiques et en physique, dans les espaces vectoriels, bon, je ne sais pas si vous connaissez les espaces vectoriels, mais disons que quand on a plusieurs variables qui définissent un espace vectoriel, d'une certaine façon, on peut se permettre on prétend pouvoir penser chaque dimension toute seule. Et le fait de pouvoir penser le temps tout seul, ça m'a toujours un peu interrogé. Comment le temps pourrait-il exister tout seul, à la limite, sans le monde? Et disons, voilà, c'est un peu le départ de mon interrogation. Il me semblait qu'on avait loupé une étape quand on parachutait le temps tout de suite. Il fallait comprendre le temps en l'extrayant du monde. C'était une façon de parler du monde. Et je voulais comprendre comment on était arrivé au temps à partir de la compréhension du monde, à partir de la compréhension de notre construction du monde, enfin, la construction de la connaissance du monde. Alors, bon, ensuite, tout ça, ça a décanté un petit peu, enfin, au fil des ans. Bon, il y a eu en physique, avec les classes préparatoires, la théorie de la relativité, où il y a des relations entre temps et espace qui sont un peu intrigantes, il y a des paradoxes. Alors, la géologie, effectivement, a compté, comme disait Christine, en particulier, il y a une expérience de pensée qui était plus qu'une expérience de pensée pour moi, parce que je la vivais, disons, presque charnellement. Hein, les montagnes bougent, le géologue voit bouger les montagnes sur lesquelles d'habitude, nous, disons, d'habitude, on enracine l'espace
eh bien, le géologue voit bouger les montagnes et il peut même s'en servir d'horloge à la limite. Et donc, il y avait déjà une sorte de passage temps-espace qui m'est arrivé. Hein, vous comprenez en vous disant tout ça que pour moi, je ne pense pas le temps tout seul, précisément. Alors, on a une discussion sur le temps et moi, je dis, non, je ne veux pas le penser tout seul. Et donc, il y avait ce lien temps-espace que je revoyais à la fois par la relativité, par la géologie. Et puis ensuite, il y a eu différentes rencontres. Vous savez peut-être que j'ai travaillé un peu sur les problèmes de contradiction avec toute une série de personnes et on s'est interrogé sur la façon dont nous construisons notre connaissance du monde et toutes les difficultés que nous avons à mettre des mots sur les choses, la pluralité possible de mots que l'on peut mettre en face de la réalité, etc. Enfin voilà, là, il y avait toute une réflexion sur la rationalité qui a nourri qui a vraiment nourri ma réflexion sur le temps et l'espace, etc. Alors aujourd'hui, tel que je suis aujourd'hui, je vois toute une série de facettes. C'est un sujet très délicat, mais très riche aussi. Toute une série de facettes anthropologiques. J'avais listé un peu, pour préparer cette rencontre, toute une série de facettes anthropologiques, philosophiques, psychologiques, une neuroscience, une facette sociale, une facette historique, une facette épistémologique, donc comme je viens de le dire un petit peu, la physique, évidemment, avec tout ce qui concerne la mesure du temps, les mathématiques, quels paramètres, quelles variables faut-il mettre dans les équations, etc. Et j'essaye maintenant un peu d'articuler toutes ces facettes, même si au départ j'étais plutôt, disons, physicien, mais je me suis rendu compte que la physique ne pouvait pas fonctionner toute seule et qu'on avait besoin des sciences humaines et sociales, etc., pour comprendre, pour enrichir, pour approfondir cette question du temps. Voilà. Merci Bernard pour ces premiers éléments qui nous permettent de voir un peu effectivement ton cheminement. Tu auras l'occasion de revenir plus profondément dans un instant. Mais avant, Camille, la rencontre avec le temps, comment est-ce que tu l'as éprouvée? Surtout, à quel moment elle est devenue peut-être pensée philosophique? Oui, alors merci. Préciser d'abord que je suis moins spécialiste de ce sujet que Bernard et que je me suis moins consacré, même si j'ai travaillé dessus. Alors, il y a deux réponses. Il y a une réponse qui est la moins intéressante et que je vais passer rapidement, qui est biographique. C'est-à-dire que moi, avant de faire de la philosophie, j'ai fait des études d'histoire-géographie, donc temps et espace, ça avait quelques places dans le cursus. Après, moi, travaillant en fait, le type de recherche philosophique que je fais, interroge vraiment ce que j'appelle les mutations de l'hypermodernité, c'est-à-dire en quoi le type de société dans lequel les démocraties occidentales sont depuis 50, 60 ans ont des critères de radicale différence et de radicale nouveauté par rapport à leurs devancières. Et donc, quand on travaille là-dessus, on se rend compte assez rapidement qu'un certain nombre de travaux importants ont été faits pour essayer de saisir cette spécificité à travers des questions de temps et d'espace, que ce soit dans le domaine de la sociologie, entre sociologie et philosophie. Je pense aux travaux de Nicole Aubert sur l'individu pressé, le culte de l'urgence, les travaux d'Armut Rosa sur l'accélération sociale, par exemple. En lien ou pas avec des réflexions sur l'espace, par exemple celle de Auger sur les non-lieux, toute la réflexion de Marc Auger sur les non-lieux, et des fois dans des modèles compréhensifs plus globaux. Celui que j'ai le plus travaillé, c'est celui de l'idée de société liquide, donc liquéfaction du temps et de l'espace, chez Zygmunt Bauman. Donc du coup, en travaillant au contact de ces auteurs, en fait, j'ai eu envie de m'intéresser à cette dimension-là. Et le point vif en particulier qui m'intéressait, c'était cette idée de changement dans la perception, c'est-à-dire la capacité du temps à avoir, du point de vue subjectif, cette impression que des fois il passe vite, des fois il passe doucement, que l'orientation de notre vie individuelle et de nos expériences collectives par rapport au temps peuvent changer radicalement selon qu'on soit dans ce que François Hartog appelle un régime d'historicité qui soit passéiste, tourné vers le passé, futuriste, tourné vers le futur, ou présentiste, tourné vers le présent. Et j'allais dire, entre guillemets, les secondes durent toujours aussi longtemps dans tous les cas, mais on y a un rapport individuel et collectif radicalement différent. Et donc, c'est
ce critère de changement, en fait, qui m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur ces auteurs, essentiellement sociologues et historiens ou géographes, enfin, qui ont essayé de saisir ces enjeux-là. Donc, une approche bibliographique, dans mon cas, beaucoup. Merci Camille. Nous allons revenir avec Bernard pour aller un petit peu plus loin avec lui dans son cheminement, dans aussi cette intrication temps, espace, mouvement. Et Camille a ajouté aussi notamment, mais pas que, liquéfaction. Donc Bernard, on va te céder la parole pour que tu nous accompagnes un petit peu plus loin. Néanmoins, si vous souhaitez poser des questions, faire des commentaires, y compris pendant l'intervention de Bernard, n'hésitez pas, en passant notamment par la petite zone de dialogue, le petit onglet converser au bas de votre écran. Et puis Camille et moi, nous reviendrons sur les questions qui auront été posées. Donc n'hésitez pas vraiment à participer à cette rencontre, y compris par la voie de l'écrit. Bernard, je te laisse la parole. Alors, je vais donc essayer maintenant de résumer en une petite dizaine de minutes ma compréhension du temps, sachant que évidemment c'est une compréhension qui continue d'évoluer, de s'enrichir grâce au dialogue que je peux avoir avec un certain nombre de personnes et grâce à la progression de ma réflexion. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps? Donc, c'est la grande question qu'on s'est posée pour le cercle philo. Alors, je dirais que le temps, c'est un outil de pensée qui nous aide à parler de notre situation concrète dans le monde, à parler de notre histoire, à fixer des rendez-vous, à faire des prévisions sur les phénomènes. Mais le temps ne renvoie pas à une substance indépendante du monde. On peut dire que le temps n'existe pas, il n'existe pas tout seul, il est une façon de parler du monde et il ne peut pas en être séparé de façon ultime. Ainsi, je dirais que d'une certaine façon, le temps a deux sens. D'un côté, c'est un outil de pensée, comme un mot isolé. On utilise des mots qui sont isolés les uns des autres. Un outil de pensée à la limite fictionnel, à la limite considéré comme pur. On pense au temps de Newton qui avait pris ce temps-là comme pensable isolément. Et d'un autre côté, une autre face, un temps concret, non pensé isolément, toujours lié à des expériences variées. Mais je pense que c'est important, c'est approprié d'utiliser le même mot. Alors, quand on parle du temps rapidement, on n'a pas toujours conscience de savoir lequel des deux aspects nous utilisons. Il y a le temps fiction, pensé isolément, ou le temps concret, lié à diverses expériences. Ainsi, progresser dans notre compréhension du temps ne consiste pas seulement à construire de meilleures horloges avec les physiciens. Je pense que parler du temps, ça nous oblige à prendre du recul sur le fonctionnement de notre rationalité, c'est-à-dire sur la façon dont nous mettons des mots sur les choses. Alors bien sûr, ce recul épistémologique, c'est-à-dire ce recul sur le fonctionnement de notre rationalité, on pourrait le faire sur tous les mots que nous utilisons. Quand on parle du mot blanc, le blanc n'existe pas, il n'y a que des choses blanches. Bon, on pourrait revenir là-dessus. Mais comme le temps a une importance particulière pour notre vie, nous naissons, nous vivons, nous mourrons, je pense qu'il est utile de prendre un tel recul spécialement sur ce mot. Alors, on pourrait comparer les procédés de langage, d'abstraction, de fiction en jeu pour le temps à ce que dit le philosophe allemand Hans Weinger. C'est un philosophe qui m'a beaucoup aidé dans ma réflexion. C'est un philosophe qui est né en 1852, mort en 1933. C'est un disciple et spécialiste de Kant et qui est connu pour son ouvrage sur la philosophie du comme si, als ob. Le Weinger parle du temps comme fiction, mais je vais essayer de vous faire comprendre son point de vue en prenant l'exemple du mot arbre. C'est un exemple que Weinger choisit dans son texte. Un arbre, en général, un nom commun, c'est une fiction. Et comme tel, elle n'est pas exempte de contradiction. Alors, une fiction, ce n'est pas jugé sur sa correspondance avec la réalité, c'est jugé sur son efficacité pour nous aider à penser et à parler. Les contradictions de l'arbre en général, on peut en énumérer. Il est à la fois vert
et non vert, parce qu'il peut être rouge ou orange en automne. Il peut à la fois avoir des feuilles et ne pas en avoir. Il peut avoir des branches ou non. Il peut avoir des fruits ou non, etc. C'est une fiction pleine de contradictions. Mais on est arrivé à cet outil de pensée après avoir vu et comparé de multiples objets végétaux. Mais l'arbre en général n'existe pas et on ne peut faire aucune étude scientifique, aucune analyse sur lui. Par contre, quand on est devant un objet particulier, l'association du mot arbre et de la désignation « regardez cet arbre », quand on parle d'un arbre particulier, eh bien, on transforme quasiment le mot en nom propre et pour un objet sur lequel on peut effectivement faire une analyse. Il est plus commode de continuer à parler d'arbres situés à tel endroit, on détache alors l'arbre de l'espace et du temps, plutôt que de trouver un nom propre pour chaque arbre particulier. Ainsi, à mon avis, il en est de même pour le temps. D'ailleurs, Weinger le dit à sa façon, à la fois fictionnel quand on l'utilise de façon un peu générale, et à la fois renvoyant à des expériences concrètes de notre vie, c'est-à-dire toujours liées à autre chose. Alors, sur cette base, si vous avez un peu saisi ces deux faces du mot temps que je viens de vous indiquer, on pourrait développer sur deux grands volets. On pourrait développer ce qui précède sur deux grands volets de réflexion et de recherche. Un premier volet, c'est d'examiner à quoi le temps concret est relié. Alors, en ce qui me concerne, je relie le temps concret d'abord à l'espace et au mouvement. Et je dis dans mes travaux, dans mes textes, le mouvement précède l'espace et le temps. À l'espace, les mouvements relativement plus lents que ceux sur lesquels on définit le temps. Faire dériver temps et espace du mouvement, autre façon de dire que nous devons penser ensemble l'espace et le temps, c'est toute une recherche. Disons, c'est le cœur de ma recherche. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment, mais je vais vous donner quelques arguments, quelques groupes d'arguments pour étayer cette proposition que je fais de dire le mouvement précède l'espace et le temps. Alors, tout à l'heure, je parlais d'anthropologie. Je pense qu'il y a une approche anthropologique de cette question. Le mouvement vécu précède l'espace et le temps des concepts. Et après avoir discuté avec des anthropologues et aussi des gens qui se réclament de la phénoménologie, je pense que la connaissance savante, y compris en physique la plus fondamentale, s'appuie toujours sur et intègre toujours à sa façon cette étape du mouvement du corps. On parle aussi de cognition incarnée. Bon, disons, tout ce groupe d'arguments rejoint des approches pragmatistes, au sens des pragmatistes américains. Il y a la pensée par image, etc. Vous avez toute une série d'arguments qui peuvent, disons, aller dans le sens de dire que le mouvement vécu précède l'espace et le temps des concepts. Alors, il y a une approche épistémologique ou relationnelle. On est dans le monde, on ne peut pas sortir du monde et puis on ne peut pas amener des horloges et des règles de l'extérieur du monde pour mesurer ce monde, pour mesurer le temps, pour mesurer les distances. On ne peut que comparer les choses les unes aux autres. Donc, c'est une approche relationnelle dont j'ai déjà un petit peu parlé. Espace et temps sont les noms des comparaisons, sont des phénomènes. L'espace n'est pas le temps n'est pas l'espace. Alors, il y a aussi une approche par l'analyse des processus de mesure. Une horloge, pour moi, c'est un point de vue sur un mouvement. Et donc, sur cette base, j'ai repris des questions un peu techniques de relativité, la transformation de Lorentz, en regardant les horloges en ouvrant les horloges qui sont posées dans les différents repères et en constatant qu'il y avait des mouvements cachés dans ces horloges. Aujourd'hui, ce seraient des horloges atomiques avec des photons. Et j'ai donc discuté la façon d'accorder le mouvement de ces photons avec un photon extérieur qui exprime le deuxième postulat. Bon, c'est un peu technique, je ne vais pas développer plus. Alors, il y a une approche historique aussi. L'histoire de la philosophie montre l'importance du mouvement dans la discussion sur ces questions. Et c'est cette importance du mouvement qu'on a un peu oubliée depuis Aristote. Il y a une voie fondée sur le bon fonctionnement des résultats de la proposition. Alors, j'ai la prétention de dire que cette
cette proposition que je fais, ça résout des difficultés, ça marche, ça ouvre de nouvelles possibilités, tout en se raccordant aux théories actuelles. Alors, dans la série des arguments qui ont compté pour moi, bon, il y a cette fameuse expérience de pensée qui m'a inspiré mon travail de géologue. Bon, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Et au total, je dirais que c'est l'articulation entre toutes ces voies qui, à mon sens, consolide la proposition initiale de dire que le mouvement précède l'espace et le temps. Donc, nous en avons terminé avec ce premier volet de développement consistant à voir à quoi nous pouvons relier le temps concret, fils du mouvement. Alors, j'en viens maintenant à au deuxième volet d'approfondissement qui consiste à examiner comment nous nous y prenons avec le versant fictionnel du temps. En fait, on peut observer que nous oublions souvent les racines concrètes du temps. On oublie cette généalogie du temps et on se laisse entraîner par l'efficacité de l'outil que nous avons façonné. Et nous sommes tentés de croire qu'il renvoie à une substance pure du monde. Et nous tombons alors sur des grandes difficultés intellectuelles qui sont bien décrites par les auteurs, par les philosophes qui ont discuté à longueur de page des apories du temps, etc. Parce qu'ils ont pris, enfin, à mon sens, ils ont pris le temps trop au sérieux en oubliant que c'était une construction, que c'était un aboutissement à partir de la cognition incarnée et de la rationalité relationnelle. Ce n'était pas un point de départ. Alors, il faut bien voir cet aspect d'outil fictionnel ou comme outil social. Je ne conteste pas l'outil social qui fonctionne et qu'on peut étudier en tant que tel. Nous avons bien sûr besoin de cet outil fictionnel, mais il faut le prendre comme une fiction, avec des contradictions éventuelles et rien de plus. On est bien obligé de parler de façon économe, efficace, et le mot temps nous aide bien à parler et à penser, mais on peut se souvenir aussi d'ailleurs que de nombreuses cultures se sont passées du concept de temps. Ça, bon, l'histoire de la philosophie nous le montre aussi. Alors, pour terminer, une sorte de résumé, je dirais qu'il faut promouvoir une distinction forte entre, d'une part, l'espace et le temps, objets fictionnels séparés, vus selon un versant plutôt philosophique, et d'autre part, l'espace et le temps qui comptent, vrai, réel, singulier, vécu, concret, expérimenté, mesuré, qui sont toujours liés, comme les deux faces d'une même pièce. Cette même pièce, c'est la comparaison de mouvements. Ce sont eux qui étudient la physique et les sciences humaines et sociales, en amont des fictions qu'ils vont engendrer. Et entre les deux extrêmes, il y a glissement de sens, polysémie, mais bien plus changement du statut même des mots. Alors, les malentendus possibles proviennent de l'utilisation des mêmes mots sans avertissement, je dirais. Nous pouvons avoir en tête l'intuition des espaces et temps concrets qui sont liés, alors qu'en prononçant les mots, nous n'évitons pas l'induction des réflexes associés à des concepts séparés. Il y a d'un côté la disjonction inévitable des mots pour dire, nous avons deux mots, espace et temps, et d'un autre côté la conjonction forte entre espace et temps réel, concret, vécu, expérimenté, etc., mesuré par la physique. Oui, la raison complexe, je notais en marge de mon papier, là, la raison complexe, Edgar Morin parle aussi un petit peu de ces difficultés, de ces sujets. Alors, je pense qu'on gagne à mettre de l'ordre dans ces différents moments de la pensée, dans ces différents statuts des mots, en marquant ces glissements, en les assumant dans nos discussions. Alors, le retour sur ces pas vers l'espace et le temps concret, liés dans les mouvements comparés, ouvre, à mon avis, de nombreuses possibilités, de nombreuses avenues, tant en sciences humaines et sociales qu'en physique, et jusque dans la façon de faire jouer les équations et d'effectuer des calculs. Bon, c'est ce que j'ai exposé depuis un certain nombre d'années dans différents endroits. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Bernard. Camille, peut-être une réaction ou un propos éclairant lui aussi? Plus une réaction. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est tout au long de la présentation de Bernard, j'avais en tête ce point-là. Dans le langage courant, quand on parle du temps,
on a très souvent tendance à l'utiliser dans un sens normatif, c'est-à-dire pour porter un jugement. Quand on dit il faut vivre avec son temps ou pas, ça c'est une perte de temps. Et je me faisais la réflexion que le lien qui fait très fort, hein, très fondateur, entre lien et mouvement, permet peut-être d'expliquer ça. Est-ce qu'on va être dans une perception du mouvement comme quelque chose de dynamique et de positif, ou du mouvement comme désordre et donc comme quelque chose qu'on a à craindre? Et est-ce que c'est pas ces rapports différents qu'on a à l'idée de mouvement qui passent dans le jugement normatif qu'on a sur la notion de temps? On dit par exemple, on a des fois des expressions de dire par exemple, on a l'impression dans tel endroit que le temps s'est arrêté parce qu'il y a rien qui bouge, ou parce que, je sais pas, l'architecture est restée la même pendant très longtemps, ou Oui. Mm. et voilà, j'ai eu ça en tête pendant toute la présentation parce que ça me semblait vraiment, être une tension assez dynamique. Voilà. Alors merci Camille pour cette réaction. Ce que je vous propose, c'est d'engager le dialogue. Alors je crois que pendant l'intervention de Bernard, j'ai coupé quelques micros de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Donc n'hésitez pas à intervenir, peut-être en ajoutant d'autres questions à celles aussi finalement qu'initiait à l'instant Camille. Voilà, n'hésitez pas, parce que c'est le souhait aussi de Bernard de pouvoir se mettre aussi en face de vos questionnements, vos problématiques. Alors je vois que Alain Guédon écrit: la relativité renvoie à un temps purement relatif, dépendant de l'observateur, entre autres, et pourtant notre mode relationnel nous envoie pourtant la réalité concrète d'un temps plus absolu, celui qu'on partage, y compris dans les expériences scientifiques sur les photons. Peut-être que je ne comprends pas complètement la question. Pourquoi un temps plus absolu? Parce que c'est celui qu'on met, c'est celui qu'on partage en fait. Quand dans la Oui, relativité et dans ce que tu décrivais précédemment, effectivement, tu oui, lis, à juste titre évidemment, le temps au mouvement, c'est-à-dire le temps à l'espace. Le temps n'est pas une variable qui est dissociée du reste, et particulièrement du mouvement. En revanche, quand on sort en fait de la relativité et de l'importance de l'observateur sur le phénomène, on a l'impression, je parle d'impression, je ne suis pas en train d'essayer de sortir une contradiction, mais on a l'impression qu'il y a un temps plus absolu qui ne dépend pas de l'observateur et dans lequel l'expérience scientifique, quelle qu'elle soit, s'immerge, comme s'il y avait une immersion dans un temps extérieur au temps de l'observateur. si tu te réfères à la physique va avoir besoin d'une horloge pour définir ce temps. C'est ça. Et c'est à ce moment-là, quand tu vas ouvrir l'horloge, tu vas voir un mouvement de photons. Et donc, tu vas ensuite t'apercevoir en écrivant les équations que si tu te déplaces par rapport à ce mouvement, enfin bref, tu vas avoir des changements dans les valeurs des variables temporelles et spatiales que tu vas manipuler. Donc, c'est là que le mot relatif va peut-être arriver. Mais je suis d'accord que si tu veux, enfin, pour un observateur donné, évidemment, il a un temps singulier qui considère son vrai temps, mais le temps partagé par un certain nombre de gens ensemble, évidemment. Mais on s'aperçoit ensuite, quand on regarde qu'est-ce que c'est que ce temps, qu'on peut éventuellement lui donner avec son caractère de relatif. Mais si tu veux, le fait que nous puissions, toi et moi, en ce moment, avoir l'impression d'un temps commun, eh bien, je pense que c'est une particularité bien heureuse de notre monde, où l'espace ne se démolit pas trop vite. Et il y a une certaine stabilité de notre espace commun qui nous permet de partager le temps commun. Temps et espace vont ensemble. La stabilité du temps, de l'espace commun nous permet de définir, de synchroniser nos horloges. Mais si toi, tu étais en train de te déplacer par rapport à moi, si tu étais dans une ville en guerre en train d'être démolie, la stabilité de l'espace ne serait plus garantie. Et on ne pourrait plus aussi bien parler d'un temps commun et absolu. Voilà. L'idée que cette question de jusqu'où, alors moi j'y connais rien d'un point de vue physique, mais jusqu'où
la notion même de relativité ou de relativisation peut aller en fait en garantissant quand même les conditions de compréhension, d'intercompréhension. Je trouve intéressant que ce soit devenu maintenant un débat vif en sciences humaines et sociales. Ouais, Où oui. les gens s'accusent de relativistes ou au contraire de centrer sur telle ou telle dimension de compréhension qui n'est pas forcément celle des autres. Cette question de la relativité devient un sujet de débat vif en sciences humaines. Oui. Mais disons, enfin, bon, oui, je peux intervenir à la fois sur les propos de Camille, mais revenons encore un instant sur les propos d'Alain Guédon. Si tu veux, ça me fait penser un peu au dialogue entre Bergson et Einstein. Ils ne se sont pas compris. Ils ne se sont pas compris et même la conclusion que souvent on tire, c'est que Bergson n'était pas à la hauteur et qu'il n'avait rien compris et de toute façon. Bon. Et le pauvre Bergson s'en est d'ailleurs voulu. Bon. Mais à mon avis, les deux avaient à la fois raison et à la fois tort dans cette histoire. Parce que si tu veux, Bergson, lui, il cherchait un temps unique absolu. Il n'y en avait qu'un seul temps, qu'un seul absolu. Et en fait, bon, on a les effets de relativité sont des effets de perspective, de parallaxe. Bon. Alors, par opposition, Einstein, lui, il disait il y a plusieurs temps possibles et non pas un seul. Et chaque repère a son propre temps. Mais à mon avis, il avait tort aussi parce qu'il donnait dans chaque repère un caractère absolu autant, un caractère autant qui pouvait se passer de tout le reste, c'est-à-dire que se passer de tout mouvement. Dans chaque repère, il y avait un temps qui était pensable de façon ponctuelle, scalaire, sans référence à rien d'autre. Et là, à mon avis, lui aussi, il se trompait, enfin, si j'ose dire. Enfin bref, bon, j'ai expliqué ça en détail dans certains papiers, mais je pense que la solution de cette opposition entre Bergson et Einstein vient du fait qu'il faut considérer tout simplement, le mot simplement, je ne sais pas, enfin, le temps comme porté par un mobile de référence. C'est soit la position, d'ailleurs Einstein utilise d'ailleurs ce mot, la position de l'aiguille de mon horloge. Il parle de position. Et maintenant, moi, je dirais, le temps, c'est la position du soleil. C'est-à-dire, on peut se mettre d'accord sur une position et tout en se déplaçant éventuellement par rapport au soleil. La position d'un photon dans une horloge atomique. Enfin, disons, ramener le temps à l'espace d'une certaine façon. Et Alors, voilà. Peut-être avant Bernard, oui. que tu reviennes sur, tu voulais réagir aussi au propos de Camille, peut-être la question de Jean-Pierre qui est en lien immédiat. Est-ce que le mot relativisme des sciences humaines a quelque chose à voir avec la relativité en physique? Ce n'est pas mon intuition, nous dit Jean-Pierre. C'est une question intéressante et compliquée à mon sens. Je pense que le point commun qu'il y a, c'est ce que, dans un autre contexte, hein, pour une autre révolution scientifique, Coiré, je crois, appelait le passage du monde clos à l'univers infini. C'est-à-dire que il me semble, encore une fois, moi je n'ai pas de connaissances en physique là-dessus, mais que la relativité en physique ouvre un champ de possibles qu'on ne s'imaginait pas à la réflexion. Et de la même façon, il me semble que ces réflexions sur le relativisme en sciences humaines et sociales viennent à partir du moment où un certain nombre on sort d'un monde clos où, au fond, les cultures sont assez, je ne sais pas si on peut dire sûres d'elles-mêmes, mais sûres de leur tradition, de leur jugement normatif, des choses comme ça, et par un certain nombre d'expériences de décentrement, d'expériences anthropologiques, ethnographiques, différentes choses, on se rend compte que les choses sont infiniment plus vastes et infiniment plus complexes que ça, et du coup, il y a un effet, comment dire, un effet vertige, quoi. Je pense que le point commun, c'est l'effet vertige. Le relativisme, me semble-t-il, en sciences sociales, est souvent invoqué quand on a l'idée que décidément, il n'y a plus rien sur quoi on va pouvoir se baser solidement pour baser des jugements moraux, pour baser des compréhensions, pour baser quoi que ce soit. Sentiment de vertige. Voilà.
Et j'ai l'impression, pour autant que je puisse le comprendre, que l'idée de la relativité en sciences expérimentales, en physique, a créé cet effet de vertige sur les gens quand elle a été formulée. Enfin, voilà. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien entre relativisme en sciences sociales, en sciences humaines et sociales et relativité. Enfin, dans la mesure où la relativité a dit, attention, il n'y a plus rien d'absolu, enfin, le temps n'est plus absolu. Euh, alors, ça a, disons, beaucoup marqué les sciences humaines et sociales, d'après le peu que j'en vois. Mais ceci dit, souvent ils disent, ah ben, de toute façon, euh, la relativité, ça marche quand on a des vitesses qui sont proches de la lumière, proches de celles de la lumière. Bon, dans la vie de tous les jours, bon, ça ne joue pas beaucoup. Mais moi, je pense justement enfin, la compréhension du temps un petit peu déplacée que je propose, euh, disons, montre que les sciences humaines et sociales sont concernées par cette relativité-là aussi, d'une certaine façon. Elles sont concernées par la multiplicité des temps, la comparaison des temps et des mouvements, même si les vitesses ne sont pas proches de celles de la lumière. Alors, si tu veux, ça m'amène un petit peu à revenir sur certains propos de Camille. Hein. Tu disais, toute Camille, tu es intéressé par l'accélération sociale, le changement de perception aussi du temps, qui nous paraît plus ou moins long, plus ou moins court, suivant ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Mais pour moi, le fait de dire des choses comme ça, pour moi, c'est une façon d'avouer, enfin si j'ose dire, d'expliciter le fait qu'il y a cette multiplicité des temps et qu'on compare les choses les unes aux autres constamment. Mais à mon avis, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de vrai temps. Quand tu disais les secondes ont toujours la même durée, alors là, je ne suis plus tout à fait d'accord. Maintenant, je dirais tous les temps sont valables. Et on en choisit un par convention pour pouvoir communiquer. On s'est donné rendez-vous à 12h15, bon, mais après tout, il n'a pas de valeur plus importante, plus forte, plus absolue, plus réelle que les autres temps. Et en fait, on ne fait que comparer les choses les unes aux autres. Disons que quand on dit que le temps dure plus ou moins longtemps, ben ça veut dire qu'on compare ce temps des horloges, effectivement, au temps que nous, on ressent. Mais après tout, on aurait pu se calquer sur le temps du roi, ou je ne sais pas, enfin, plutôt que le temps du soleil. Mais c'est quand même plus pratique, effectivement. Mais même au niveau de la physique, Camille, il faut que tu saches que on compare aussi des temps. C'est-à-dire que le temps gravitationnel d'une année, lorsque la Terre tourne autour du Soleil en une année, eh bien, on lui donne une certaine valeur, puisque le temps atomique des secondes, qui est donné par les photons et non pas par la gravité, eh bien, de temps en temps, on dit, ah bah tiens, on va en enlever 1 ou 2 secondes dans le temps de l'année, parce qu'on veut respecter le temps de l'année. On aurait pu dire, on va dériver par rapport aux années. Non, c'est quand même bien de pouvoir avoir l'été et l'hiver qui reviennent au même temps. Bon, évidemment, c'est quelques secondes sur une année, mais disons que là, vous aviez déjà un conflit entre deux temps, le temps de l'atome et le temps de la gravitation, de la Terre autour du Soleil, et on ajuste, on décide, on n'a pas de raison de dire que les secondes ont la même durée. C'est-à-dire, d'une certaine façon, je pourrais te dire, l'année a toujours la même durée. L'année a toujours la même durée et les secondes, elles, n'ont pas la même durée. Oui, je vois ce que tu veux dire et merci pour ces éclairages moi, qui m'aident beaucoup. Ça me renvoie, moi, toujours enfin, le cas historique que j'ai toujours trouvé le plus fascinant là-dessus, c'est Jules César, quand il décide que pour sortir du calendrier des pontifes et rentrer dans le calendrier julien, il faudra faire une importante réforme et que dans le cadre de cette réforme, il décide que l'année qui est la première année de son pouvoir le plus important, aura plus de 400 jours au final, justement parce qu'il y a beaucoup de réformes à faire et que ça permettra de s'aligner désormais sur le calendrier julien. Et que de façon au service d'un projet politique, en fait, il décide qu'il y aura une année, une fois et demie plus longue que les autres et qu'on entrera dans un nouveau calendrier. Et c'est vraiment, enfin voilà, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire à un moment donné, on décide que voilà, c'est pratique d'avoir l'été comme ci, comme ça. C'est passionnant. Oui, c'est ça, mais disons que, oui, tu parlais du travail de Nicole Aubert, de Rosa, tout ça, enfin,
pour moi, maintenant, je les interprète, tous ces travaux, comme des comparaisons de différents mouvements, de différents temps, et sans forcément dire qu'il y aurait un temps objectif qui serait vrai et un temps subjectif qui serait faux. Non, je compare les uns aux autres et j'ai un ressenti, effectivement, qui a son sens, mais qui ne serait pas, on n'aurait pas le devoir, vous n'auriez pas, vous, dans les sciences humaines et sociales, le devoir de vous accorder autant des physiciens qui auraient la suprématie. Et pour moi, ça ne va pas. Et tu peux essayer d'expliquer un petit peu pourquoi, si le mouvement est très rapide et qu'on se rapproche de la vitesse de la lumière, à ce moment-là, on est dans une autre forme de temps, une autre forme de relativisation. En quoi cette vitesse influe sur le temps? Je ne sais pas si je m'exprime Oui, clairement. je vois un petit peu, mais effectivement, pour l'instant, tel que la théorie de la relativité est présentée, alors je ne renie absolument pas son fonctionnement, mais je donne une interprétation un petit peu différente, un peu plus vécue, je ne sais pas comment dire ça, alors que pour l'instant, ça reste mystérieux. Quand vous dites que suivant la vitesse que j'ai, le temps va changer, comment le temps qui est un scalaire dans une horloge qui n'a pas d'épaisseur, qui est ponctuel, comment l'horloge peut-elle savoir qu'elle se déplace? Bon, alors, disons que moi, l'interprétation que j'en donne, bon, c'est une interprétation, mais qui, à mon avis, ouvre des possibilités. Je vais te donner un autre exemple pour te faire comprendre. C'est l'exemple du Soleil et l'exemple de ce qui est arrivé à M. Phileas Fogg, le héros de Jules Verne. Si tu veux, lorsque l'on est sur Terre, on dit un jour, c'est un jour. Un jour, ça veut dire, c'est le retour du Soleil à midi dans le ciel. Voilà, ça sera un jour, c'est toujours un jour. C'est ça ma base. Mais simplement, Phileas Fogg, il s'est déplacé tout autour de la Terre et à l'arrivée de l'autre côté, quand il est revenu à Londres, eh bien, il avait gagné ou perdu un jour. Bon, ça dépend du trajet qu'il a fait dans un sens ou dans l'autre. Mais pour moi, si tu veux, quand Phileas Fogg s'est déplacé, si la seule façon qu'il avait de mesurer le temps, c'était avec un cadran solaire, ben lui aussi, il ne pouvait que dire un jour, c'est un jour. Il ne peut pas dire autre chose. Si la seule façon que tu as de mesurer le temps, c'est de se placer par rapport au Soleil, tu vas avoir des effets de relativité. Si la seule façon, bon, tu pourrais dire, ah ben, avec le photon, on va se débrouiller, mais non. Le photon, c'est la même chose. Qualitativement, c'est la même chose. Si je me déplace par rapport au photon, mais tout en disant, je ne peux pas dire autre chose que le photon va toujours à la même vitesse, parce que comme je n'ai pas d'espace et de temps extérieur indépendant du mouvement du photon, je m'appuie sur ce que je peux. Je fais la convention la plus pratique. Alors je dis, je m'appuierai toujours sur le mouvement du photon, je vais toujours comparer les choses à ce mouvement, et je le prends comme base de référence, comme constance en quelque sorte, mais si j'ai des effets de distorsion du temps et de l'espace, je vais les assumer. Je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça que je vois cet effet de la vitesse par rapport à l'écoulement du temps et la mesure de l'espace. Enfin, disons, l'effet Phileas Fogg, alors d'ailleurs dans les calculs que j'ai pu faire, je montre que la relativité, les effets de distorsion du temps de Phileas Fogg, on peut les retrouver par les formules de la relativité. Le cadre conceptuel, à mon avis, est le même. Alors, sinon, bon, alors quand tu dis je relie le temps et le mouvement, donc je suis un petit peu, enfin, le mouvement, il a une phase spatiale et une phase temporelle, et disons que c'est dans la séparation des deux qui demande la séparation des deux faces, la phase spatiale et la phase temporelle, c'est une étape de plus qui demande des conventions. J'estime que les points matériels sur lesquels j'appuie mon espace ne bougent pas. À ce moment-là, je peux définir un temps tout seul, d'une certaine façon. Je sépare le temps de l'espace. Mais si tu veux, pour moi, le mouvement, un morceau d'espace, c'est aussi un morceau de mouvement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est bien ça qu'on fait. Je veux dire qu'un géomètre, pour faire une mesure des dimensions d'une pièce, il prend son laser et il regarde le temps de parcours de son laser. Donc, d'ailleurs, depuis 1983 et la nouvelle définition du mètre, le mètre, c'est déjà un morceau de mouvement de la lumière. Donc, si tu veux, n'oublie pas l'espace non plus.
n'oublie pas les hypothèses qu'on fait sur l'espace et qui nous permettent de parler du temps. Ça va ensemble. La définition du temps et l'espace vont ensemble. Alors c'est vrai que dans l'histoire de la pensée, un physicien comme le physicien allemand Mach a bien vu le lien temps-mouvement. Beaucoup de philosophes l'ont vu. Il y a eu Mach, il y avait déjà Aristote, etc. Le lien entre espace et mouvement, il a été moins vu, mais par Poincaré l'a bien vu. C'est très intéressant. Poincaré dit qu'est-ce que c'est que l'espace? C'est d'envisager le déplacement d'un point à un autre. C'est d'imaginer le temps que je vais mettre pour aller d'un point à un autre. C'est ça l'espace. Mais ce qui est amusant, ce qui est intriguant, c'est qu'il y a eu des liens espace-mouvement, il y a eu des liens temps-mouvement, mais les gens ne se sont pas posé la question du lien temps-espace via le mouvement. Mais si tu veux, pour moi, il y a toujours une hypothèse cachée de stabilité pour pouvoir faire le partage entre espace et temps. Camille, peut-être une réaction ou quelqu'un pour une question? Oui, sinon, tu pourrais revenir sur ce que tu appelles l'hypermodernité, Camille, enfin, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah oui, oui, moi, c'est ça, toujours avec plaisir. L'hypermodernité, c'est en fait, pour faire très vite, il y a des théoriciens qui pensent en fait une rupture qu'ils appellent la postmodernité, c'est-à-dire ce qu'on vivrait schématiquement en France depuis la fin des années 60, ne seraient pas les principes fondateurs de la modernité, progrès technique, droits de l'homme, démocratie, des choses comme ça, rationalité scientifique, qui se prolonge, mais une rupture radicale, soit avec ces principes, soit pour évoluer vers d'autres principes. L'hypermodernité, c'est d'autres théoriciens qui vont dire qu'en fait, ce qu'on vit, c'est les cadres, dirons-nous, traditionnels qui empêchaient les pleins déploiements de la modernité jusque-là, que ce soit dans la famille, dans l'éducation, les cadres religieux, les cadres de la sociabilité dans les villages, enfin quoi que ce soit, tombent. Et donc, c'est bien les principes de la modernité qui jouent, mais qui jouent à plein, c'est-à-dire qui jouent sans plus d'obstacles, en fait, qui s'hyperbolisent. D'où l'idée d'hypermodernité, ou ce que d'autres vont appeler une modernité radicalisée. C'est-à-dire c'est les principes de base de ce que Tocqueville va appeler la démocratie, donc démocratie, égalité des conditions, individualisme, qui se radicalisent totalement. Et du coup, donc, l'idée d'hypermodernité, c'est ça. C'est comment comprendre le monde dans lequel nous vivons dans les sociétés démocratiques occidentales depuis la fin des années 60. Enfin, en France, on dit 68 en général. Voilà, on peut prendre d'autres pays. Et dans cette idée d'hypermodernité, il y a plusieurs manières de l'apprendre. Il y a une manière de l'apprendre de manière très critique, c'est-à-dire de l'apprendre comme une perte par rapport à ce qu'il y avait de bien dans la modernité, ou de l'apprendre comme la preuve que la modernité en soi, c'est dangereux, donc la nécessité d'en revenir à des principes anté-modernes dans cette dimension-là, ou au contraire comme une chance. Il y a certains mouvements qu'on appelle d'ailleurs accélérationnistes, par exemple, qui disent qu'on considère aujourd'hui comme étant des tendances préoccupantes. En fait, ce qu'il faut faire, c'est les laisser aller au bout de leur expression, et les solutions sont contenues dans les problèmes qu'elles posent, si on les laisse se déployer à un certain registre. Voilà. Donc, c'est différentes écoles pas de philosophie de l'histoire, parce que ça ne prétend pas prédire la fin et puis le développement inévitable des étapes, mais d'histoire philosophée, voilà, de compréhension philosophique de l'histoire contemporaine. Merci bien. Alors, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, j'aurai des questions, mais comme j'ai envie de... je parle du mot mouvement. Je vais peut-être redire un petit mot à Alain sur le mot mouvement. En posant la question du mouvement, bon, tu mets le doigt sur une difficulté, je veux dire, parce que précisément, si tu me demandes comment tu définis le mouvement, je vais être obligé de tourner en rond. Tu es d'accord? Parce que justement, ce que j'ai dit, c'est que le mouvement, il y avait la connaissance du corps, il y avait la désignation, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir mettre un mot sur le mouvement, c'est pas évident. Disons que on tourne un peu en rond, mais le fait de dire le mouvement est premier, ça veut dire qu'il y a mais en même temps, un mouvement est toujours singulier.
c'est l'expérience singulière, et ensuite on va relier les mouvements les uns aux autres. À ce moment-là, on va construire quelque chose, et on pourra vraiment nommer ce que l'on aura seulement que montré au début. Voilà. Mais le mouvement, c'est aussi renvoyé à une pratique, à des mesures. C'est passionnant ce que tu viens de dire, excuse-moi, c'est absolument passionnant en parlant effectivement de mouvements singuliers. Et ça rejoint quelque chose par rapport à l'hypermodernité dans la sociologie, c'est qu'on vit maintenant et de plus en plus avec cette hypermodernité, cette accélération, le monde des identités qui a toujours existé, mais qui est devenu absolument fondamental dans tous les domaines. Et ce monde-là, c'est un monde effectivement de la singularité. Et plus on est dans ce monde de la singularité, plus on risque, et on le voit de plus en plus, de rentrer dans le monde de la fusion, c'est-à-dire les croyances, ce qui fait que les mouvements de foule, les mouvements des réseaux sociaux qui font qu'on s'agglomère. On est à la fois dans cette singularité dont tu parlais du temps et du mouvement, et en même temps, donc, et là c'est notre amour de la contradiction, toi et moi, dans cette impossibilité de ne vivre que cette singularité et d'être obligé de faire appel à quelque chose qui est du domaine du plus globalisant, plus fusionnel, plus dans le monde des croyances éventuelles. Je ne sais pas ce que Camille en pense. Oui, enfin, je trouve intéressant cette dimension du en même temps, alors qui, au-delà de son statut de formule politique, est un champ de réflexion, j'allais dire presque épistémologique, par exemple le et de Edgar Morin, enfin cette idée que, au fond, ces tensions-là, il n'y aura pas de résolution finale et de dépassement terminal hegelien, et donc il va falloir apprendre à vivre avec. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec la fécondité de cette idée-là. Oui. Alors, juste en corrigeant, parce que alors, chaque fois je me prends en pleine gueule Hegel. Hegel n'a jamais cherché à résoudre la contradiction, bien au contraire. Et dans le travail que l'on fait avec Bernard et notre groupe de la contradiction, le point central, c'est au contraire, et Hegel le dit, de maintenir la contradiction. La négativité dont il parle. Oui, bien sûr, oui. C'est un raccourci, tout à fait. Mais je pense que même ce que dit Hegel, c'est-à-dire l'idée est quand même très ambitieux par rapport à la réalité de ce qu'on arrive pragmatiquement à faire. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Le temps a vite passé, hein. Là, on parle du temps qui passe parce qu'effectivement, on se donne des points pour se retrouver, puis pour se quitter. Donc, on va arriver vraiment, là, on a 2 minutes encore devant nous. Une question qui va nous ramener un peu avec une autre considération. J'aimerais savoir, Bernard, comment est-ce que tes travaux t'amènent à considérer le temps, j'ai envie de dire banalement, et finalement de façon très quotidienne? Bon, ben, je pense que de façon quotidienne, je n'échappe pas à la pesanteur humaine, je n'échappe pas au vieillissement, je n'échappe pas à l'angoisse, je n'échappe pas. Enfin, je ne sais pas si. Mais non, disons que ça. Non, mais disons que le temps est un peu, quand même, de temps en temps, un sujet de discussion intéressant avec certains de mes proches. Et je suis plutôt content de voir que certains de mes proches vont un peu comprennent un peu ce que je raconte. Voilà. Disons que ça me réconforte un peu. Non, mais sinon, disons, non, peut-être que ça m'ouvre à la pluralité des temps des autres. Voilà. Peut-être que ça m'a ouvert un peu plus qu'avant. Voilà. Je suis plus souple, enfin, comment dire, je ne fais pas, il n'y a pas un temps surplombant qui serait au-dessus des autres aussi. Enfin, peut-être que ça m'aide un peu là-dessus. Voilà. Mais bon. Merci Bernard, oui. Bon. J'imagine que tout à l'heure tu évoquais la guerre. Je pense qu'effectivement pour les personnes qui actuellement sont confrontées à des choses absolument inouïes, et ça n'est pas que l'Ukraine, mais l'Ukraine nous le rappelle de façon cinglante. Je pense que là le rapport au temps et la durée de ce temps effectivement est complètement dilaté. Oui. Voilà, c'est le côté effectivement subjectif, mais nous sommes de nature humaine et il est difficile de s'extraire de notre condition aussi. Non, mais tout à fait. Mais pour ces gens-là, le rapport à l'espace aussi est bien sûr spécial, puisque la notion de retour, évidemment, n'a pas de sens que nous pourrions avoir. Oui. Bon.
Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas d'autres interventions. Donc, merci beaucoup d'être resté à ce temps de rencontre, cette petite pastille un petit peu de réflexion que nous vous proposons de suivre de temps à autre. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci à celles et ceux d'entre vous qui sont intervenus. Et puis, merci tout particulièrement, évidemment, à Camille Rollins et Bernard Guy. On se retrouvera prochainement sur d'autres thématiques. Ce sera des discussions que nous aurons un peu en coulisses et puis dont nous vous ferons part par mail, bien sûr. Prochainement, eh bien, le montage de cette rencontre sera mis en ligne et vous pourrez le retrouver ou le partager avec le lien sur la chaîne YouTube de La Rotonde. Voilà, j'écris juste un petit merci pour tous ceux qui nous remercient de cette rencontre. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Voilà, merci à vous. Au revoir. Au revoir.